Cette vidéo est sponsorisée par Serre Chevalier Parapente. Vous vous demandez peut-être ce que vient faire une sponsor pareille sur The Choucroute Garage. Eh bien, Clément Ponce, le propriétaire de l'entreprise, est un passionné de parapente, mais a aussi œuvré dans la mobilité électrique, en travaillant sur des cellules de batterie et certains composants de celle-ci. Voilà pourquoi il m'a contacté. Serre Chevalier Parapente, ce sont des baptêmes, des initiations, mais aussi de la formation pour ceux qui rêvent de voler au grand air. Et c'est pour les grands et les petits. Dans un cadre magnifique, vous pourrez voler en tandem, mais aussi, pour ceux qui sont déjà pilotes, vous perfectionner et progresser. Pour rendre cette activité la plus écologique possible, le carburant des appareils est biosourcé et l'impact carbone est pris en compte pour les évolutions futures. N'hésitez pas à aller voir sur son site que vous trouverez en description de cette vidéo. Pour rémunérer cette sponsor, Clément offre un stage d'initiation d'une semaine d'une valeur de 650 € que nous avons décidé d'un commun accord de vous faire gagner. Rendez-vous en fin de vidéo pour plus d'explications. Les batteries du futur de dans 3 ans sont composées de matériaux exotiques ou étonnamment communs. Mais c'est dans la manière de construire les packs que se trouvent les progrès du présent et la grande différence entre les constructeurs. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous dire un grand merci. Vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer des messages de soutien lors de ma vidéo de lundi dernier. J'apprécie énormément. J'ai également eu des soutiens financiers que je remercie aussi, tout comme ceux qui ont commandé sur la nouvelle boutique que j'ai ouverte suite à la disparition de Utip. Je profite tout de même de cette vidéo pour lancer une bouteille à la mer pour l'avenir de la chaîne. Avec moins de vidéos, donc moins de vues, le business model du Choucroute Garage est un peu mis à mal. Afin de me permettre de continuer mon travail, j'ai besoin de passer la barre des 100 000 abonnés aussi vite que possible. C'est cette barrière qui devrait me permettre de décrocher des contrats de sponsoring intéressants pour vous comme pour moi, afin d'assurer la viabilité future de la chaîne. Donc j'en appelle à tous ceux qui apprécient mon travail et qui ne sont pas encore abonnés. Un compte Gmail gratuit et un petit clic sur le bouton d'abonnement ne coûte rien, mais il représente beaucoup pour moi. Pour ceux qui me suivent déjà, les partages et bouche à oreille sont importants. Je sais que vous êtes pour beaucoup très actifs dans ce domaine, et je vous en remercie. Si vous voulez insister sur l'importance de l'abonnement en plus, cela m'aiderait énormément. Merci d'avance. Et maintenant, place à votre épisode. Aujourd'hui, nous allons reprendre nos bonnes vieilles habitudes, en faisant un peu d'histoire avant de rentrer dans le cœur du sujet. La voiture électrique moderne n'est pas née avec Tesla. De nombreuses initiatives de constructeurs traditionnels ont vu le jour bien avant que la marque OT ne naisse. Le plus connu de ces constructeurs est pourtant celui qui marque aujourd'hui un peu le pas, General Motors. En effet, pour moi, et c'est un avis personnel, la première voiture électrique moderne à rouler sur les routes a été la GM EV1. Efficiente et bien construite, elle a séduit quasiment tous ceux qui en avaient une. Avant que GM ne jette ses autos à la benne à l'encontre de toute logique. Pourtant, la voiture électrique moderne ne serait pas encore mature si Tesla n'avait pas eu une idée de génie. Utiliser des cellules de batterie d'ordinateur portable pour propulser ses autos. En effet, que ce soit les roadsters de première génération, les Model S ou les Model X, leurs batteries n'avaient rien de révolutionnaire du point de vue de la cellule. Petit constructeur à l'époque, Tesla n'avait pas les moyens de développer ses propres cellules et s'est donc adjoint les services de Panasonic. Les premières cellules 18650 de Tesla étaient donc identiques à celles qu'on trouvait dans les ordinateurs portables de grandes marques comme HP ou Compaq. Le secret de la réussite, cela a été d'en utiliser un très grand nombre pour parvenir aux performances et autonomies voulues. N'imaginez pourtant pas qu'il suffit de jeter quelques milliers de cellules dans une boîte pour en faire un pack de batterie. C'est bien plus compliqué que ça. 2 paramètres sont à prendre en compte, le poids et le volume du pack. En effet, ces 2 paramètres ont une forte influence sur 2 caractéristiques importantes, l'autonomie et l'habitabilité de la voiture. Pour le Roadster, les dimensions de la batterie étaient limitées par la voiture, qui était à l'origine une Lotus thermique. Tesla a dû modifier profondément l'auto pour permettre l'installation d'une batterie assez grande. Ainsi, malgré les apparences, peu de pièces sont communes entre la Lotus et la Tesla. Pour la Model S, Tesla est parti d'une feuille blanche, et l'idée de mettre une grande batterie sous le plancher a germé.
Je ne vais pas vous détailler toutes les évolutions, mais sachez qu'une batterie de S85 de 2012 ne partage quasiment aucune technologie avec celle d'une S100D de 2020, et encore moins avec celle d'une Model 3 ou d'un Model Y. Pour les très grandes séries, Tesla a eu recours à deux types de cellules, prismatiques et cylindriques. Ainsi, les batteries LFP CATL prismatiques sont devenues la majorité des approvisionnements de la marque, et les cylindriques se partagent entre les 18650 sur les modèles S, les 2170 sur Model 3 et Y, et enfin récemment les 4680 qui commencent à faire leur apparition sur les modèles Y Roadrunner. On le voit, Tesla a expérimenté de nombreuses solutions pour disposer de packs à la meilleure capacité possible en fonction du poids et du volume voulu, et a délaissé la cellule la plus prisée par presque tous les autres constructeurs, les cellules poche. Voyons pourquoi. Une cellule poche, c'est avant tout une cellule extrêmement dense par rapport aux cylindriques et prismatiques. C'est bien souvent pour cela qu'elles sont utilisées pour présenter de nouvelles chimies de batterie, afin de booster les chiffres de capacité affichés. Ça fait mieux pour les communications marketing. Si on raisonne de manière simpliste, on pourrait se dire quelles sont la meilleure option pour avoir un pack très dense. Et bien souvent, les constructeurs ont besoin de mettre autant de batteries que possible dans un volume réduit, car ils utilisent des véhicules dont l'architecture dérive étroitement de véhicules thermiques, lorsque ce ne sont pas carrément les mêmes coques. De plus, la batterie poche a deux autres avantages. Premièrement, le prix de l'enveloppe souple est bien moins cher à produire que les cellules cylindriques et prismatiques, mais elles sont aussi facilement disponibles sur le marché, puisque beaucoup de fabricants en font. En résumé, si vous devez électrifier un véhicule thermique, c'est ce qu'il vous faut. En revanche, si vous cherchez l'efficience, alors les poches n'ont plus du tout le même attrait. En effet, elles sont extrêmement fragiles, et le moindre accroc dans la poche expose la cellule à l'oxygène. Lorsqu'on a du lithium, métal inflammable, et des électrolytes tout aussi combustibles, le moindre accroc dans la poche finit immanquablement en catastrophe. Les cellules poche sont donc regroupées en blocs ou modules dans des conteneurs extrêmement solides. Ensuite, elles doivent être parfaitement maintenues et isolées les unes des autres afin que la défaillance d'une poche n'entraîne pas la combustion d'un bloc tout entier. Les blocs sont alors très compacts et c'est bien ce qui est recherché, mais le poids du module dégrade fortement la capacité énergétique pour un poids donné. D'une excellente capacité au niveau de la cellule, on obtient une mauvaise capacité au niveau du bloc ou du module. Une batterie en cellule poche sera donc compacte, mais très lourde. À chimie égale, les cellules cylindriques sont à l'exact opposé. De par leur forme, il n'est pas possible d'occuper tout l'espace disponible, et donc un pack composé de cellules cylindriques sera forcément moins dense en volume. Plus la cellule est d'un grand diamètre, moins on peut en mettre dans un pack. En effet, l'espace entre les cellules est plus grand. C'est géométrique. Pour le poids, par contre, c'est bien mieux. Le vide autour des cellules ne pèse rien, et la résistance intrinsèque des cellules permet de fabriquer des modules plus légers que ceux destinés aux poches. C'est d'autant plus intéressant que les cellules sont relativement petites, et la défaillance d'une seule ne conduit que rarement à un emballement thermique dans un module bien conçu. Donc, les packs faits de cellules cylindriques sont légers, mais vu le nombre de cellules, ils sont chers et complexes à produire. Et là, on arrive au dernier format de cellules, les prismatiques. Celles-ci sont également rigides et donc ne demandent pas de structure ultra résistante pour les protéger. Elles sont faciles à disposer dans le pack, mais ont la densité énergétique la plus faible des trois types de cellules en raison de la place perdue à l'intérieur vu la forme des électrodes. En revanche, elles sont plus grosses et donc on a un moins grand nombre de cellules dans le pack. Faciles à produire, elles sont moins chères et le pack présente du coup une densité moyenne aussi bien pour le volume que pour le poids. Du coup, on voit bien que le choix du type de cellule découle des objectifs à atteindre. Pour un volume réduit, on prendra des poches. Pour des applications plus efficientes, on prendra des cylindriques. Et pour les applications abordables d'un point de vue prix, on prendra des prismatiques. Une fois qu'on a fait ce choix de départ, tout le reste en découle. Donc la fabrication du pack. Et forcément son coût ou la productivité de la ligne de fabrication. Lorsqu'on construit un pack, deux choses sont à prendre en compte. Les dimensions extérieures et ce qu'on va mettre dedans. Le premier élément à produire est la cellule. Si celle-ci est une poche, on va devoir la construire de la manière suivante. Tout d'abord, il faut préparer les électrodes. Elles sont fabriquées sous forme de rouleaux et ensuite on les découpe. Les languettes permettant de connecter les électrodes sont alors mises en place. Puis il faut les empiler. On met une cathode, puis un séparateur, puis une anode et un séparateur et on recommence.
Une cellule de type automobile, comme la GM Ultium par exemple, demande 19 couches de ces matériaux pour avoir une cellule. On met le tout dans une poche en polymère souple et on la remplit d'électrolyte. Une fois la cellule pleine, on aspire l'air et l'électrolyte en excès, pour que la poche soit bien compacte. Pour une cellule cylindrique, c'est bien plus simple. Les couches d'électrodes et de séparateurs sont tout simplement enroulées en flux continu. C'est bien plus rapide que pour la cellule poche. On installe la languette et l'ensemble, appelé Jelly Roll, est inséré dans le conteneur cylindrique en métal. La cellule est remplie d'électrolyte puis scellée. Sur le couvercle se trouve un orifice qui a deux fonctions. Premièrement, pour finir le remplissage, et donc chasser l'air de la cellule, mais aussi pour créer une soupape de surpression en cas de surchauffe. Le procédé est sensiblement le même pour les cellules prismatiques, si ce n'est qu'on enroule un Jelly Roll oblong bien plus gros qu'on met dans une cellule elle aussi plus grande. Le conteneur est soit en plastique, soit en aluminium. On voit que le remplissage du conteneur est moins optimisé en raison de la forme du Jelly Roll, ce qui explique sa capacité énergétique moins bonne que pour les autres géométries. Voilà, on a les cellules. Il est temps d'en faire des modules. Pour la cellule poche, on va de nouveau procéder par empilement. Une poche, un séparateur, une poche, un autre séparateur. Dans un module GM Ultium, on a 24 cellules et 23 séparateurs. Ces séparateurs ont plusieurs fonctions. Ils doivent permettre d'autoriser un léger gonflement des cellules pour éviter les surpressions, transmettre la chaleur et isoler chaque cellule en cas de surtension ou d'emballement thermique. Du coup, ils sont alors extrêmement compliqués, faits de plusieurs matériaux très différents. Sur la batterie Ultium, les séparateurs sont faits de 8 couches de matériaux empilés, comme de la mousse semi-rigide, de l'acier inoxydable ou des feuilles d'isolant. C'est très complexe à produire et très coûteux. Cet empilement est alors installé dans un boîtier métallique très résistant, en acier ou en aluminium. 2 bords du boîtier servent à connecter les cellules, tandis que 2 autres sont chargés de les garder comprimées entre elles. On referme alors les modules avec 2 plaques, dont une est chargée d'assurer la régulation thermique. Généralement placée au fond du module, elle dispose de canaux dans lesquels coule le liquide de refroidissement. Pour les cellules cylindriques, l'installation dans le module se fait de manière à disposer d'un peu d'espace entre les cellules, afin d'éviter qu'un incendie se propage de cellule en cellule. On a vu cela lors de notre visite chez Battery Concept, et si le sujet vous intéresse, le lien de la vidéo est dans les fichiers en description. Le module en lui-même peut être en métal ou en polymère en fonction de l'usage. On peut alors utiliser plusieurs méthodes pour réguler la température du module. Soit la plaque de régulation thermique comme pour les poches, et c'est ce qu'utilise la majorité des fabricants, soit un serpentin placé entre les cellules. Cette méthode permet d'ajouter une sécurité opaque lors d'incendie. Le serpentin fond et libère le liquide de refroidissement pour réduire la température du feu. Et bien que légèrement inflammable, le liquide contient assez d'eau pour produire cet effet. Pour ce module, on aura 2 solutions pour connecter les cellules, des fils et des barres. Au départ, Tesla utilisait des fils soudés sur les cellules. Depuis les premières batteries 100 kWh des modèles S et X, ce sont des plaques découpées qui assurent toutes les connexions. C'est plus complexe à produire mais bien plus fiable et cela augmente les cadences de production. Les modules peuvent alors être fermés, soit par clipsage, soit par des vis. Pour les modèles 3 et Y, Tesla a eu recours à de très grands modules. Ils ont donc ajouté de la mousse ignifuge afin de réduire les risques de propagation d'incendie. Cette mousse permet également de bien solidariser les cellules dans le module, évitant ainsi d'autres systèmes d'accroche. Cela permet en outre d'absorber les vibrations pour assurer une grande longévité au contact électrique, problème qui avait affecté les premières batteries de la marque. En ce qui concerne les cellules prismatiques, c'est encore plus simple. Elles sont alignées dans le module avec un léger espace entre elles. En effet, elles peuvent se dilater un peu, et si elles étaient collées les unes aux autres, elles éclateraient. Le module peut être, comme pour les cellules cylindriques, en plastique ou en métal, mais la gestion thermique est forcément faite par le bas. Je n'ai pas parlé de la gestion électronique des batteries, car de nombreuses architectures existent, et vous trouverez toutes les informations dans mon épisode sur les BMS, qui se trouve là et dans la description. Une fois qu'on a les modules, il est temps de tout mettre dans le pack. Les modules sont agencés en fonction de la forme voulue. Les connexions électriques et thermiques sont faites. Globalement, les packs sont relativement identiques, quel que soit le type de cellule. Enfin presque. Depuis quelques années, la suppression des modules est à la mode, car cela permet d'éliminer des coûts, mais aussi des opérations de fabrication, et donc d'augmenter la production.
Bien entendu, les cellules poches ne peuvent bénéficier de cette avancée puisque le module est le garant de l'intégrité de la batterie. Le premier cas qu'on va voir est la batterie Roadrunner Tesla. Celle-ci est composée de cellules 46-80, donc d'un diamètre de 46 mm pour une hauteur de 80 mm. Grâce à ces cellules plus grandes, on peut réaliser de grosses batteries sans pour autant avoir trop de cellules à produire et à gérer. Les cellules sont placées dans un conteneur en aluminium conçu pour être rigide et résistant. Il empêche les perforations, mais aussi doit accueillir l'intérieur de la voiture sur la partie supérieure, remplaçant le plancher de la coque. Les cellules sont placées par des robots, puis les serpentins de contrôle thermique sont installés. Viennent ensuite les connexions électriques sous forme de collecteurs découpés dans des plaques d'aluminium et d'isolant. Toutes les connexions se font par le dessus de la cellule. Le pack est alors refermé et rempli d'une mousse ignifuge et structurelle. D'un point de vue mécanique, il est alors hyper rigide tout en étant plus léger que les packs classiques. L'autre méthode possible est celle des BYD Blade. Les cellules prismatiques en aluminium participent à la rigidité du pack. Le conteneur est conçu pour être très rigide et tirer parti des caractéristiques mécaniques des cellules. Résultat est un peu moins efficace que ce qu'on fait avec de la mousse, mais cela a d'autres avantages. Voyons cela. L'une des préoccupations des personnes souhaitant passer à la voiture électrique est la réparabilité des batteries. De ce côté-là, certaines architectures s'en sortent mieux que d'autres. La pire solution est la batterie Tesla Roadrunner, qui combine pas mal de handicaps. Premièrement, les cellules sont uniques à Tesla pour le moment. Peu de chances de trouver une 4680 chez le revendeur du coin ou sur Internet. Deuxièmement, elles sont impossibles à remplacer puisque noyées dans la mousse. Un pack Roadrunner est donc irréparable. Toutefois, sa conception très simple permet d'anticiper peu de pannes en comparaison des autres solutions. Les batteries comportant des modules sont par contre nettement plus faciles à réparer. On peut remplacer un module défectueux et le tour est joué. Mais pourquoi remplacer un module si on peut remplacer les cellules individuellement? C'est possible sur les batteries à cellules poche, mais aussi sur les modules à cellules prismatiques ou même cylindriques, du moment qu'ils sont dans un conteneur ouvrable et dépourvu de mousse, comme sur les Tesla Model S ou X d'ancienne génération par exemple. Lorsque les cellules sont standards, aucun problème pour se procurer rapidement des cellules de remplacement. Attention toutefois, ce type de réparation est l'affaire de spécialistes qualifiés et ne se fera qu'au prix d'un nombre important d'heures de travail. Pas certain que ce soit toujours rentable d'un point de vue économique. C'est donc à étudier au cas par cas. La solution idéale semble être celle des BYD Blade. Chaque cellule peut se remplacer individuellement. À voir la disponibilité en pièces détachées de celle-ci toutefois. Reste un point important à évoquer pour l'économie circulaire des batteries. Que fait-on une fois qu'elles sont utilisées dans les voitures? Encore une fois, la configuration d'un pack de batterie va fortement influencer ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Les cellules poche offrent une excellente versatilité pour le réemploi. On peut démonter les modules et les utiliser tels quels. On peut aussi démonter les modules pour utiliser les poches dans des configurations différentes de l'origine. En revanche, pour le recyclage, c'est une autre paire de manches. Pour recycler une batterie en cellule poche, l'idéal est de la démanteler. On ouvre le pack, on sépare les modules tout en récupérant les métaux d'un côté et les plastiques de l'autre, comme les conduites de liquide de refroidissement par exemple. Puis ensuite, on ouvre le module pour en retirer les cellules qui seront recyclées à part et on sépare de nouveau métaux et polymères lorsque c'est possible. Tout ceci demande du temps et de la main-d'œuvre qualifiée car on n'ouvre pas un pack n'importe comment. Cela réduit fortement la rentabilité de l'activité d'un recycleur. A l'inverse, un pack Tesla en cellule 4680 ne pourra pas être démonté. Si on veut le réutiliser, il faut le faire en une seule pièce. Les intégrer dans des mégapacks est alors la solution. Ces grosses batteries chargées de stocker les énergies renouvelables pourront faire fonctionner ces batteries pendant quelques dizaines d'années avant de les envoyer au recyclage. Cette méthode peut être employée avec toutes les batteries d'ailleurs, et on en a eu l'exemple avec des packs composés d'anciennes batteries de Zoé. Pour le recyclage par contre, la batterie Roadrunner a de gros avantages. Elle est simple et comporte un nombre limité de matériaux. Sandy Munro avait évoqué un système de recyclage qui est déjà utilisé pour les piles. On refroidit la batterie grâce à de l'azote liquide et on la broie. On obtient une fine poudre dont on va extraire les métaux qu'on sépare par des moyens mécaniques, chimiques ou électriques. Les polymères et hydrocarbures comme la mousse, l'électrolyte et les séparateurs sont alors redirigés vers des filières différentes, comme la production de béton. En effet, lorsqu'on produit du ciment, il faut un composé appelé laitier.
Mélangé au composant principal du ciment, le clinker, il donne certaines propriétés au béton final. Or, ce laitier est souvent produit à partir de matériaux neufs, car les sources d'approvisionnement comme les aciéries par exemple ne couvrent pas la demande. De plus, le lithium restant dans l'électrolyte est ici revalorisé puisque ce métal entre dans la composition de certains bétons comme activateur de durcissement. Utiliser les sous-produits du recyclage des batteries permet aux deux filières d'y trouver leur compte. Et du coup, c'est plus économique mais aussi plus écologique. La batterie BYD Blade ici est la grande gagnante des trois architectures, tout comme les batteries prismatiques en général. Moins complexes que les batteries poches, plus démontables que les batteries Tesla Roadrunner, elles permettent de réunir les avantages des deux mondes. On peut les réutiliser partiellement pour produire des packs plus petits, et les broyés ne produisent pas un trop grand nombre de matériaux différents, ce qui n'impose pas leur démontage systématique. Eh ben, voilà une belle somme d'informations. Faisons une petite synthèse afin d'y voir plus clair avant de tirer les conclusions. Commençons par les poches. Pour la production, elles sont peu chères mais complexes à produire. Leur intégration dans le pack est aussi très exigeante. Elles sont par contre très économes en place et sont destinées aux applications où l'efficience est moins importante que la compacité. Après leur usage, elles sont réutilisables dans de nombreuses applications, mais le recyclage peut s'avérer cher et demande du temps. Les cellules cylindriques sont plus chères, car plus nombreuses dans un pack. Elles sont par contre faciles à produire et offrent de bons rendements poids-énergie une fois dans le pack. Elles vont donc trouver leur place dans les applications où l'efficience est importante. Leur réutilisation est en fonction de l'architecture du pack. Versatile s'il y a des modules, très spécialisés s'il s'agit du pack Roadrunner. Le recyclage est facile dans tous les cas. Enfin, les cellules prismatiques sont faciles à produire et moins chères que les cylindriques. Moyennes du point de vue de la densité énergétique, aussi bien en poids qu'en volume, leur usage sera dans les autos les plus abordables. Leur réutilisation est versatile et le recyclage ne pose pas de problème particulier. Fort de ce constat, on en arrive aux conclusions. Aujourd'hui, dans l'automobile, ce que les clients de voitures électriques recherchent, ce sont des autos abordables avec des autonomies correctes. Pour répondre à la demande, il est clair qu'il faut passer par des productions de grande ampleur, et seules deux architectures le permettent, celle à cellule cylindrique et celle à cellule prismatique. Bien que complexes à assembler pour faire un pack, les cellules poches sont idéales pour une moto par exemple, où le volume est très limité, voire dans de petites voitures ou pour des petites séries. Elles pourraient aussi répondre aux besoins de rétrofit dans des autos thermiques non conçues pour accueillir des batteries. Ce dernier usage sera par contre une double peine. Des batteries peu efficientes dans des autos moins efficientes que celles conçues spécifiquement risquent d'en limiter l'intérêt, sans parler du prix de revient. En clair, à moins d'une rupture technologique, la cellule poche est une solution du passé, en tout cas pour les voitures. Pour les cellules cylindriques, l'évolution vers de plus grands formats et la technologie Roadrunner Cell to Pack va permettre des autos efficientes, avec beaucoup d'autonomie pour un poids réduit. C'est la meilleure solution pour les véhicules à grande autonomie. Mais, à moins de parvenir à en produire une version moins chère avec une chimie LFP par exemple, ne parviendra pas à démocratiser la voiture électrique à des prix abordables pour tous. Toutefois, tous les constructeurs devraient s'en inspirer pour leurs applications haut de gamme ou les utilitaires par exemple. Enfin, la batterie qui rassemble le plus d'avantages est la batterie BYD Blade. Dans les automobiles grand public, elle est la solution idéale. Elle constitue, selon moi, la pierre angulaire de la démocratisation des autos électriques. Si un constructeur voulait couvrir tous les spectres d'utilisation pour les voitures, camionnettes, camions, utilitaires, et augmenter sa production, c'est vers ces deux types de batteries qu'il devrait aller. Des petites citadines au familial grand public, les batteries à cellules prismatiques structurelles seraient la meilleure solution, tandis que pour les camionnettes, pick-up, camions, voitures à haute performance ou à grande autonomie, l'architecture structurelle à grande cellule cylindrique s'impose d'elle-même. Or, c'est exactement ce vers quoi Tesla tend pour l'avenir proche. Et c'est aussi le cas de BYD. Ce n'est pas un hasard si ces deux constructeurs sont aujourd'hui les leaders mondiaux de ce marché. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Reste à vous parler du concours. Le stage d'initiation que Clément et Serge Chevalier Parapente va offrir à l'un ou l'une d'entre vous est d'une durée de 5 jours pour une valeur de 650 €. Reste à votre charge la licence et le séjour sur place. Pour participer au tirage au sort, pourtant, vous allez devoir répondre à une question dont vous trouverez la réponse sur le site de Serge Chevalier Parapente. Voici la question. Combien de types de stages sont proposés par Serge Chevalier Parapente? Et quels sont leurs noms?
Les réponses sont à envoyer sur l'adresse mail thechoucroutegarage@gmail.com avant le 10 juin 2023. Et je procéderai au tirage le 11 juin à 17h30 dans un live sur Inside The Choucroute Garage. Je partagerai bien sûr le lien de ce live dès qu'il sera prêt. Voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.